Alors on va débattre de cette politique numérique avec donc Gilles Babinet qui est à côté de moi, Guy Mamoumani qui me rejoint tout de suite, il est président du Syntec numérique, la grande fédération de la famille du numérique en France où on va trouver des SS2I, des éditeurs de logiciels, des sociétés de conseil en technologie. Il y a quelques 1000 entreprises adhérentes, mais évidemment il est aussi chef d'entreprise et il est à la tête de la SS2I Group Open. Donc Guy Mamoumani nous rejoint. Et puis Léo Apotheker que nous avons vu tout à l'heure, qui au-delà d'être ancien président de Hewlett-Packard et de SAP, est aujourd'hui directeur général de LA2I, ça veut dire la solution informatique LA2I. Il travaille dans la création de logiciels, l'infogérance des parcs informatiques, le conseil en sécurité, la sauvegarde, la formation et également la vente de matériel. Je me retourne vers vous, Gilles Babinet. Est-ce que nous avons une classe politique complètement has-been qui n'a absolument rien compris à ce que le numérique pouvait apporter à une économie? Non mais véritablement, quand on rencontre les leaders politiques, que ce soit à l'Assemblée ou au sein de l'exécutif, est-ce qu'ils ont compris l'enjeu en termes de croissance et en termes de création d'emplois? Non, ils ne le comprennent pas, pas bien en tout cas. Si vous voulez, il faut bien comprendre qu'un élu a porté pendant très longtemps, souvent une vingtaine d'années, des enjeux politiques qui étaient différents de ceux-là. Et c'est extrêmement difficile pour lui de rentrer dans ces sujets sur lesquels sa base électorale, qui est située en région, n'a pas forcément une appétence particulière. Je discutais l'autre jour avec Laure de Laraudière, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui est députée de l'Indre-et-Loire, et qui me disait « Mais tu sais, moi, il m'arrive qu'on me reproche de porter ce sujet. » Donc si vous voulez, quand vous en êtes là et que vous voyez que au sein du Parlement, vous avez à tout casser 5 ou 6 députés qui portent ces enjeux pleinement, vous pouvez vous dire qu'on est vraiment loin de ce qu'il faudrait. Je vous dirais qu'en Angleterre, où j'ai une amie qui est attachée parlementaire, vous avez 4 groupes de travail qui sont extrêmement actifs, un sur les réseaux sociaux, l'autre sur la privacy, le troisième sur la compétitivité et le quatrième sur la réforme de l'État. Nous n'avons rien de cela en France et tant que nous ne l'aurons pas, eh bien, nous serons derrière. Je rappelle que les Anglais dépensent 2 fois plus dans les IT services que nous parce qu'ils ont compris dans un contexte de rigueur extrême l'importance qu'il y avait à investir pour pouvoir réformer plus vite l'État. Il y a aussi un gros boulot de sémantique à faire. On s'est rendu compte sur BFM Business qu'en parlant régulièrement de cloud computing, en fait on en parlait à des gens qui ignoraient totalement ce que c'était, y compris des grands patrons du CAC qui découvraient la signification du truc et ce que ça pouvait porter en termes de gisement. D'ailleurs on va en parler tout à l'heure. Guy Mamoumani, est-ce que le numérique est absent du débat politique, de l'offre politique 2012 aujourd'hui? Je n'ai cessé de lire ça depuis des mois. Est-ce qu'encore aujourd'hui, à 15 jours de la présidentielle, le numérique est absent de l'offre politique? Alors écoutez, ça tombe bien parce que j'ai des informations toutes fraîches. Voilà. Parce que vous m'auriez posé cette question il y a encore 3 ou 4 jours, je vous aurais dit de façon répétitive et désespérée, en effet, le numérique n'est vraiment pas la préoccupation de nos candidats ni de cette campagne. Ce que nous avons fait pour être proactifs et faire changer les choses, c'est qu'on a fait un appel à ce que toutes les associations et autres syndicats du numérique se s'allient pour porter la parole de façon beaucoup plus forte. Et cet appel a porté ses fruits puisqu'il y a 21 associations aujourd'hui qui sont réunies dans un collectif du numérique. Et pourquoi je vous disais finalement que les choses commençaient à bouger, c'est que pas plus tard qu'hier, nous avons reçu une réponse de François Hollande et une réponse d'Eva Joly sur les enjeux que nous avons portés. Et mon petit doigt numérique évidemment, hein, me dit que dans les jours qui viennent, nous aurons une réponse très très engagée du président candidat sur les questions que nous avons soulevées. Qu'est-ce que vous appelez engagé? Est-ce que c'est toujours plus d'incitation fiscale? Est-ce que ce sont encore des aides? Qu'est-ce que c'est que de l'engagement? Écoutez, je crois que ce forum a commencé très fort. Depuis ce matin, en 2-3 interventions, on a placé les sujets qui sont au centre de ces préoccupations. Et ça a commencé avec Léo, ça finit avec Gilles. En fait, le malentendu, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles justement le numérique n'a pas été au centre de la campagne, c'est qu'on l'a cantonné à quelques idées reçues. Le numérique... Internet, voilà. Alors, Internet, c'est déjà pas mal, hein, mais le numérique, c'est surtout le haut débit, et on va discuter pendant des heures, des jours, de Hadopi. Or, ça a été parfaitement expliqué ce matin, et je voudrais juste faire une référence au président de Cap Digital, Henri Verdier. Il a parfaitement expliqué
que nous ne parlions pas de quelque chose qui est à l'extérieur de l'économie. Le numérique entre dans toutes les facettes de l'économie. Que ça soit pour cette fameuse réindustrialisation dont on a parlé pendant des mois et sous le mauvais angle, que ça soit d'ailleurs pour la transformation des services comme les banques, les assurances, mais aussi l'apparition d'une industrie native, d'entreprises natives du monde du web, et pour finir, d'industries hybrides entre l'immatériel et le matériel. Et ça, ce concept-là qu'on appelle la néo-industrialisation, finalement, c'est au centre de toutes les préoccupations, et c'est ça dont on aurait dû parler. Moi, ce qui va m'intéresser, on va en parler tout à l'heure, c'est de savoir comment est-ce que ce numérique, le open data, le cloud computing peut créer des business forts, durables et rentables. Mais c'est de votre faute, Gilles Babinet, s'il n'y a pas de numérique. Enfin, vous avez un Conseil national du numérique depuis 1 an. Il y a 10 000 professions qui rêveraient d'avoir un organe officiel de lobbying créé par le gouvernement. C'est quand même une chose extraordinaire. Pourquoi, avec le Conseil national du numérique, le Syntec numérique, l'association des fédérations, la mise en place en novembre dernier par Éric Besson de l'Observatoire du numérique, pourquoi est-ce que les résultats que vous escomptez ne sont pas déjà embryonnaires ? Je me fais crucifier là. Non mais attendez, moi je pense qu'à la veille, il aimerait avoir un conseil national des chaînes de TNT, enfin ce serait merveilleux. Écoutez, je peux faire plus, mais à part, je pense, traverser la scène tout nu pour attirer l'attention sur notre cause, je ne vois pas ce que j'ai pas fait. Non mais j'ai une suggestion. Okay. Non mais j'ai une suggestion, c'est qu'il faut que ces sujets soient appropriés par le grand public, parce que finalement, nos hommes politiques n'écoutent que les électeurs, que les médias. Et un de nos enjeux, finalement, c'est de faire partager cette vision par l'ensemble du pays. Et à ce moment-là, ils seront un peu contournés, cernés, et ils devront se les approprier. Attendez un mois. Pour l'instant, la préoccupation numéro 1, c'est un litre d'essence qui ne dépasse pas 2 € et c'est le permis de conduire dans la pochette surprise. Je pense que les choses vont changer très vite. Est-ce qu'on est en retard, Léo Apothécaire, en France? Mais est-ce qu'on est has-been et en retard? Vous savez, c'est un débat qui, pour quelqu'un qui a quitté la France pour quelques années, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est un peu hallucinant. Attendez, quel débat est hallucinant? De savoir si le numérique doit ou pas s'installer au cœur de la politique. Mais déjà qu'il faille débattre du numérique, c'est déjà en soi assez étonnant quand on sait que le numérique est un des rares secteurs dans le monde entier qui n'est pas en crise, qui est un des rares secteurs, notamment en France, qui embauche, qui est un des rares secteurs qui crée des emplois, est un des rares secteurs qui crée de la valeur. Qu'il faille en débattre, c'est déjà hallucinant en soi. Donc tout le respect que je dois à mes amis et à ce débat, en soi c'est déjà assez sidérant. J'ai pas envie d'être le vétéran de l'industrie là, mais quand on a démarré une société leader mondiale SAP, il n'y avait pas de ministère du numérique, pas du tout même. D'ailleurs à l'époque personne ne comprenait, et pourtant on l'a fait et on l'a bien fait. Donc j'ai envie de vous dire, commençons d'abord, et d'ailleurs vous le faites très bien, il y a plein de gens en France qui sont extraordinaires, on va passer outre les politiques et autres, on va d'abord faire. D'habitude les politiques adorent suivre, c'est pas vraiment des gens, c'est pas vraiment des entrepreneurs, ça se saurait. Hein. S'il y avait des politiciens et entrepreneurs, il ne ferait pas de la politique. Vous êtes en train de me dire que ça n'est pas une politique publique qui va créer la dynamique du numérique. Alors, ce que je pense, et je permettrai de faire la comparaison avec les États-Unis, ce que les politiques doivent faire, c'est de créer un environnement favorable à l'éclosion que ce soit le numérique ou autre chose. Et pour cela, il faut faire peu de choses. Il faut créer un environnement fiscal non seulement encourageant, mais stable. Stabilité fiscale. Il faut quand même se souvenir que dans ce beau pays qui est le nôtre, depuis 5 ans, on a voté 150 lois fiscales. Il y a eu 15 collectifs budgétaires en 5 années. D'accord. Oui. Ça vous fait que ce qui était admis il y a 2 mois, ça change tout le temps. Donc vous êtes entrepreneur, vous devez vous lancer, vos investisseurs doivent vous suivre. Créer un tel niveau d'incertitude, c'est quand même un gros problème. C'est un premier sujet. Donc déjà, faire ça. Deuxièmement, il faudrait que l'État montre un minimum l'exemple. Donc ce serait pas mal que l'État achète de temps en temps de la technologie. Hein, voire qu'il utilise, ce qui serait quand même un grand pas en avant. Il y a tout un tas de démarches qu'on se tape en allant à la mairie, à gauche, à droite, qu'on pourrait très bien faire de manière numérique, totalement sécurisée. Mes amis ici pourront tout vous dire là-dessus, qu'on ne fait pas parce que l'État n'achète pas ou ne met pas en œuvre. L'État a su faire de la e-administration pour lever l'impôt. Voilà. Ça fonctionne très bien. Et ça marche très bien. Voilà. Et d'ailleurs, l'État a très bien compris le business model. L'État a donné une petite ristourne aux contribuables qui se mettaient sur
sur les impôts, et donc tout le monde est gagnant. Donc ils ont bien compris que quand il faut, donc ça preuve que l'État est capable de comprendre. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est jamais trop tard. Pourquoi c'est jamais trop tard? Parce qu'il y a tellement d'innovations. Julie en a parlé tout à l'heure, que ce soit au niveau des business models ou au niveau des technologies, que même si on a raté le dernier train, mais il y aura toujours un prochain train qui partira, sur lequel on pourra monter. Il n'y a qu'à faire. Mais ce que j'aimerais vous dire, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il ne faut pas attendre. Demain ne sera pas mieux que hier. Il faut y aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Combien de géants français du numérique face aux mastodontes américains? J'en compte 0. Écrit quelqu'un de la salle. Combien de géants français du numérique face aux mastodontes américains? Permettez que je vous dise quelque chose là-dessus. J'en compte 0, dit quelqu'un dans la salle. Ben, c'est pas important. D'abord... Le Google français, c'est pas important? Non, c'est pas important du tout. J'aurais préféré voir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de sociétés de taille moyenne, innovantes, créatrices, intelligentes, agiles, qui font peut-être pas Google, mais qui feront autre chose, et qui prospèrent en France. Et quand on parle France, entre parenthèses, il faut qu'on parle Europe, parce que la France, c'est une province. Quand on est honnête, il faut regarder l'Europe. Donc, qu'on ait quelques entreprises européennes qui sont de taille moyenne, mais innovantes, ce serait très très bien. Tôt ou tard, l'une d'elles deviendra Google. Mais il ne faut pas toujours essayer de faire Google, ou Microsoft, ou Facebook, ou SAP, ou Oracle. On avait Galileo. Hein. Galileo se fait un peu attendre tout de même. Hein. Bah oui. Bah oui, c'est une dimension européenne. C'était l'Airbus du... Bah oui, exactement. L'Airbus de la géolocalisation. Exactement. Et combien d'Airbus il y a? Deux. Il y a Boeing et Airbus. Et donc peut-être c'est un modèle duquel il faut se séparer. Et Guy Mamoumani et puis Gilles Babinet, allez-y, réagissez. Non, mais je voudrais dire comme un clin d'œil à Léo déjà, ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'était plus en France, hein, parce qu'il a fait 2-3 remarques là. Alors il y a au Syntec numérique, on a fait un top 250 hein, pour un peu analyser cette question. Hein. Top 250, on a pris les entreprises de software partout en France. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? 90% d'entre elles font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, pour rejoindre la remarque de Léo, parce que c'est vrai, on verra bien si on arrive à faire un moins Google de 10 millions, c'est quoi? 150 000, 200 000, 1 million, 1,5 million, et puis on a du mal à aller à 8 et 9? Oui, c'est moins de 10 millions pour... Si vous voulez, à l'échelon européen ou mondial, c'est rien. Voilà, pour moi, vous n'êtes pas un acteur, encore. Par contre, il y en a beaucoup. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte de plafond de verre là, au-dessus de ces 10 millions qui empêche d'obtenir ces entreprises moyennes et puis peut-être plus tard un grand leader. Et donc, nous avons aussi essayé d'analyser les raisons de ce plafond de verre. Ce plafond de verre, on a créé un livre noir et blanc du logiciel que notre ami Bruno Vandrib a réalisé. Président d'Avantquest Software. Voilà, et du collège éditeur du Syntec numérique. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, les raisons sont exactement celles que Léo a décrites. C'est-à-dire que l'environnement... Elles sont valables pour tous les business. Pour tous les business. Tout à fait. L'instabilité fiscale, les problèmes de rigidité du marché du travail, les problèmes de seuils sociaux, c'est valable partout. Mais je voudrais juste faire un clin d'œil que tous ceux qui me connaissent reconnaîtront immédiatement. C'est que quand on parle de créer un environnement favorable fiscal en France, on a fait quand même la suppression de la taxe professionnelle. Alors, non, on l'a pas supprimée, on l'a transformée. Vous me l'enlevez de la bouche. Non. C'est ce qu'on a arrêter de parler de annoncé. suppression de taxe professionnelle. C'est ce qu'on a annoncé. Et en fait, cette pseudo-suppression s'est transformée en une augmentation pour les entreprises du numérique. Pas que des entreprises du numérique d'ailleurs, mais en tout cas, des entreprises... De services en général. De services, mais particulièrement les nôtres, hein, eh bien, sont très fortement pénalisées par cette conception de la réindustrialisation. Bon, est-ce que ça, les pouvoirs publics le comprennent ? C'est ce que vous allez au charbon, vous aussi. Vous faites un boulot bis de Conseil national du numérique, en fait. D'ailleurs, vous êtes peut-être un peu concurrents tous les deux. Si chaque fois que je prononçais le mot taxe pro ou pseudo-suppression de taxe pro, j'avais 1 euro, je serais millionnaire. Bon, d'accord. Vous bossez ensemble, Gilles Babinet? Ou alors vous êtes concurrent avec le Syntec numérique? On s'adore. Enfin, moi je l'adore, en tout cas, je sais pas. Qu'est-ce que vous ajoutez à ce on a eu, au tout début du CNN, on s'est rencontrés et on s'est aperçu qu'on portait exactement les mêmes enjeux. Et on a cessé de se synchroniser tout au long de cette année sur ces enjeux-là. En matière de compétitivité, je crois, je partage évidemment ce que vous venez de dire.
moi j'ai passé 2 années au sein de l'Institut Montaigne à travailler sur la raison pour laquelle en France on avait un niveau très fort de déficience d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire. C'est un paradoxe, on a de très grandes entreprises, les 40 premières entreprises françaises pèsent quasiment 1,5 fois plus lourd que les 40 entreprises allemandes ou anglaises. Donc là-dessus on est plutôt bon, mais on est très déficient sur les entreprises de plus de 250 personnes, entre 250 et 4000 personnes. Eh bien, dans le numérique, c'est plus vrai encore. Il me semble qu'il y a 2 voire 3 raisons qui concourent à ça. D'abord, effectivement, mais je crois que ce n'est pas du ressort du Conseil national du numérique, l'environnement fiscal qui est extrêmement touffu, extrêmement complexe, et toutes les études vous le diront, c'est un facteur qui est de nature à détruire de la création de valeur. Le deuxième aspect, tous les pays qui sont efficaces dans le domaine du numérique ont un enseignement supérieur d'excellence qui travaille main dans la main avec les grandes entreprises et les startups et la recherche. Donc ça, c'est une chose qui existe au Massachusetts, en Californie, en Israël. Et vous noterez d'ailleurs, soit dit en passant, quelque chose que j'observe, c'est que ce ne sont pas particulièrement des environnements fiscaux optimales. Alors, en Israël, c'est un des pays où le niveau de taxation est le plus élevé au monde. Donc quand vous avez des domaines qui ont des gisements de création de valeur très importants comme le numérique, vous arrivez à survivre malgré tout dans un environnement où la fiscalité est élevée. Et puis le troisième aspect, et ça c'est essentiel, et en France on peut vraiment faire des choses, c'est le financement de l'innovation. Pas d'entreprise de taille intermédiaire sans un financement de l'innovation performant. Or, en France, c'est très brouillon. Nous avons des guichets en surnombre et je ne cesse de le dire à tel point que les gens croient que j'ai des intérêts particuliers à l'égard de cette industrie. On a été pendant longtemps le 3e pays du capital risque dans le monde et par une sorte d'autisme des pouvoirs publics à l'égard de cette industrie, ces gens-là sont en train de disparaître. Voilà, donc il y a 2 mesures qu'on peut facilement prendre, qui sont continuer la réforme de l'université et s'assurer que le financement de l'innovation est préservé. Ça aura un impact en termes de PIB dans les 5 ans qui viennent si on le fait. Voilà, alors c'est proposition 2 du Syntec numérique, réseau unique de l'innovation. Proposition 3, CIR consolidé, crédit d'impôt recherche. Proposition 4, crédit numérique PME. Et proposition 5, formation numérique. Vous êtes effectivement main dans la main. D'ailleurs, je vous rappelle que ce que vous dites sur la fiscalité est vraiment valable pour tout. Et ça nous ramène d'ailleurs en 1707. Le marquis de Vauban, qui a signé des grandes forteresses que vous connaissez, avait commis un ouvrage qui s'appelle la dîme royale, qui a été censuré à l'époque par le roi. Et la dîme royale, il expliquait les 3 vertus du bon impôt. Il doit être facile à appliquer, compréhensible par tous et stable. Et quand je regarde les 3, je me dis que c'est exactement le contraire que nous faisons. Bon, alors moi je me mets à la place de l'exécutif ou de l'élu parlementaire qui se dit est-ce que véritablement le numérique ça vaut la peine, parce que quand je vois les prévisions et les estimations en termes de croissance de votre secteur, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Vous avez par exemple le collectif des 13 associations qui nous chiffre à 41 milliards d'euros le chiffre d'affaires. Tandis que vous avez McKinsey qui dit c'est 60 milliards d'euros. Vous avez McKinsey qui dit on va avoir 450 000 nouveaux emplois d'ici 2007. Et vous avez le Boston Consulting Group qui dit d'ici 2007 ce sont 200 000 nouveaux emplois. Honnêtement, j'ai des lois à voter, j'ai besoin d'aller sur du lourd, j'ai pas besoin d'aller sur des sables mouvants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une photographie fiable de ce qu'est la création de croissance liée au numérique, 3,2% du PIB nous dit-on aujourd'hui, et 25% de la croissance, et une photographie fiable de ce qu'il peut produire à horizon 22, 23, pas forcément 2017. Alors, je vous réponds tout de suite, il n'y a pas de photographie fiable. C'est du simple double. C'est du simple double. Oui, mais je peux vous expliquer ces chiffres-là, mais globalement, il n'y a pas de photographie fiable, et je crois d'ailleurs, je veux bien reconnaître que c'est une de nos faiblesses dans notre discours. Alors, concernant ces chiffres, quand vous parlez de 41 milliards, c'est le chiffre que nous portons, oui. Syntex, il s'agit des logiciels et services. D'accord. Quand vous prenez finalement la filière en avec entier, le e-commerce, voilà, le e-commerce, les télécoms et tout ce qu'on peut y avoir, on va retrouver le triple. Non, mais j'achète l'argument. Alors, on peut arriver au triple. Et d'ailleurs, quand nous parlons de 500 000 emplois, et quand on parle de toute la filière, on peut tripler aussi. Alors, il y a une étude qui s'est faite dernièrement, je crois que c'était à l'occasion de l'IG8, je crois, j'en suis même sûr, faite par McKinsey, qui a donné un certain regard sur l'apport du web dans la croissance. Mais même celle-là, elle n'est que partielle. Parce qu'ils ont beaucoup parlé du web et ils ont oublié beaucoup de choses. Enfin, oublié, ils n'ont pas traité beaucoup de choses. Si vous prenez aujourd'hui une automobile,
eh bien, 25% du coût de production, c'est du logiciel. L'aéronautique, un avion, c'est pareil. Tout ça n'a pas été envisagé par cet angle-là. Et d'ailleurs, c'est une de nos difficultés, parce que quand on fait appel aux différents organismes d'observation, même sur l'emploi, eh bien, tout est toujours réduit, faussé, et nous avons pris un certain nombre d'initiatives pour essayer de rétablir une sorte de base de données un petit peu fiable et partagée par les organisations syndicales, par le monde politique, par le monde patronal, et ça c'est très important. Guy Mamoumani, est-ce que vous savez raconter des histoires? C'est en racontant des histoires qu'on arrive à convaincre les gens. Regardez la politique, c'est du storytelling, c'est la machine à fabriquer des histoires, on vous fait des fables avec des bons et des méchants, et ensuite vous allez voter pour n'importe quoi, mais on fait un hold-up sur l'imaginaire. Est-ce que vous savez faire un hold-up sur l'imaginaire face à des hommes politiques qui n'y connaissent rien? Vous leur dites cloud, ils ne savent pas ce que c'est. Ce sont des nuages. Ah oui. Si j'avais pris 1 euro chaque fois que j'avais raconté une histoire, je serais milliardaire. Eh bien écoutez, faites fortune en racontant des histoires. Ah, oui, bah... Regardez, j'ai raconté l'histoire d'une petite Charlotte qui fait comme ça sur une publicité, mais oui, alors qu'elle n'a jamais touché un iPad de sa vie. Et à côté, il y a le kiosque où on essaye encore de vendre du papier, on pense que c'est l'avenir. Combien de success stories nous avons raconté, combien d'emplois gardés en France, combien d'industries traditionnelles conservées en France. Des histoires, Guy Mamoumani. Mais que nous avons illustrées. De Joe qui est à Montélimar et enfin voilà. Allez-y Léo, peut-être quand vous voulez réagir. Alors, juste quelques faits. Guy s'occupera de ça, que vous aurez un jour des chiffres très précis sur l'industrie en France. Mais parlons au niveau monde. On va parler du monde. Oui. Dans le monde, aujourd'hui, l'industrie que nous représentons tous pèse plus lourd que l'automobile. En chiffre d'affaires, en capi et en emploi. En emploi aussi. En emploi aussi. En emploi aussi. En emploi aussi. Premier point. D'accord? Ça, c'est au niveau mondial. Alors, on peut se disputer s'il y a 10 000 emplois de plus ou de moins, mais c'est irrelevant. Donc, au niveau mondial. Deuxièmement, je vais vous poser une question. On va raconter une petite histoire. Combien de grandes sociétés de software y a-t-il en Chine? Au niveau mondial. Des chinoises. Oui, chinoises. Du Made in China. Du Made in China. Zéro, et donc, aucune, et donc, aucune qui peut se mesurer à Microsoft. Non, mais je parle de grande. Hein, mais est-ce qu'il y en a qui peuvent se mesurer à AvanQuest Software, par exemple, qui est une belle française? Non, mais attendez. Donc, si on veut pouvoir trouver un domaine où on peut être concurrentiel avec les Chinois, c'est bien le software. Par exemple. Notamment dans l'imagerie médicale. Huawei, c'est une société de télécom, et aujourd'hui, le télécom, c'est quand même massivement du software. Oui. Et Huawei, c'est un leader mondial. Hein, oui, non, mais attendez. Huawei s'est créé, ça a pris 30 ans à se faire. C'est parti comme un petit producteur de composants, faisait 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. On sait ce qui est arrivé entre les 20 millions et les 10 milliards. Il y a eu quelques petites histoires d'IP. Aujourd'hui, c'est une boîte de software, je suis bien d'accord. Mais le fait est que si je vous pose la question des pure play software chinoises, mis à part Kingdee, qui est la plus grosse, les autres sont quand même beaucoup plus petites, donc on peut vraiment être concurrent. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des histoires à raconter, qu'on peut avoir en Europe ou en France, où on peut être concurrentiel dans des domaines où on a une véritable valeur ajoutée. C'est pas tellement délocalisable, parce qu'in fine, dans nos industries à nous, le coût de la main-d'œuvre n'a pas beaucoup d'importance quand on crée de la valeur, et c'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est important, Gilles Babinet, les chiffres de départ. On fonde une politique sur des chiffres de départ. Alors, quelquefois, ce sont des chiffres faux, comme lorsque le président de la République fait une prime à la casse en expliquant qu'il y a 10% des actifs qui bossent dans l'automobile. Il n'y a pas 2 700 000 personnes qui travaillent dans l'automobile. Ou alors, on met les contractuels, les ouvriers qui mettent le bitume et les médecins qui soignent les accidentés de la route. Mais il faut à un moment avoir des chiffres fiables. On ne peut pas avoir des projections du simple au double. Non, alors, effectivement, cet aspect des chiffres, ça nous est apparu essentiel dès le début, et on s'est félicité d'une initiative qui a été prise par la filière STIC, qui nous y a associé d'ailleurs très en amont, qui est de créer un observatoire du numérique. Donc l'idée, c'est d'avoir des chiffres tout à fait fiables. Le seul chiffre qui est à peu près fiable... C'est vous qui l'avez initié, l'observatoire du numérique. Non, je ne veux pas m'approprier ça, parce que... Enfin, vous avez quand même dit à Bercy qu'il fallait absolument avoir... C'est Guy Roussel et Jean Mounet qui l'ont lancé. Ils ont été extrêmement aimables, ils m'ont mis dans le coup comme si c'était moi, et tout le monde y a cru, mais ce n'est pas moi. Donc ça n'est pas moi, ça n'est pas le CNN, c'est eux, et il faut leur rendre hommage à cet égard. Mais je crois que le seul chiffre qui est fiable,
à peu près reconnu de façon unanime comme un benchmark que l'on peut comparer dans le monde, c'est le chiffre de l'OCDE qui donne la part de PIB qui est issue du numérique. Donc ce sont des chiffres qui ont des inconvénients, c'est que dans un domaine qui croît extrêmement vite, ils ont généralement 2 ans de retard. C'est-à-dire que le chiffre qui vient de sortir, c'est le chiffre 2010. Donc on ne peut pas s'en servir finalement pour réussir à créer une politique forte à cet égard. Sur la compréhension des politiques, je crois que nous avons en France un avantage qui est aussi un inconvénient, c'est que on a une politique, une conception de l'État qui aboutit à des politiques pompidoliennes. Donc on est très bon pour créer des Airbus, pour créer de l'automobile, de la chimie, de l'agroalimentaire, mais des emplois qui sont par essence très pervasifs, c'est-à-dire très introduits au sein du milieu économique, sont plus difficiles à détecter et l'État a beaucoup plus de mal à créer des politiques pour des jeunes pousses. Donc, d'où d'ailleurs les problèmes qu'on a à l'égard du financement. Il faut que l'État se réforme, comprenne qu'on est rentré dans une nouvelle ère et qu'on doit penser différemment si on veut réussir. Et encore une fois, on peut réussir de façon extraordinaire. Mais je crois qu'il faut le dire aussi, le train ne sifflera pas 2 fois. Si ce train-là passe, on est condamné à porter des baguettes sous le bras en mettant des bérets pour faire plaisir aux touristes chinois. Réaction tout de suite de Guy Mamou-Mani. Je crois que l'OCDE nous met 17e sur 34 en matière de société de la consommation, de l'information. Ouais. Il y a plusieurs indices, j'en connais même qui sont pires encore, mais on ne les citera pas ici. Vous vouliez réagir, Alain? Oui, je voudrais revenir sur, illustrer cette affaire de l'importance des chiffres, parce que nous avons vécu tous en France une expérience absolument déplorable, et je crois à cause justement d'un manque de référentiel. Comme vous le savez, et d'ailleurs je partage tout à fait cette idée que l'État ne doit pas intervenir dans nos entreprises, mais il y a certainement un rôle régalien que l'État doit assumer, c'est l'éducation et la formation. Et bien entendu, je pense que toute la salle en conviendra, puisqu'on est tous ensemble là, tout le monde est assez convaincu de la difficulté de trouver aujourd'hui des ressources. Que ce soit des start-up, des grandes entreprises, on a du mal à trouver des gens formés, des ingénieurs, voire aussi des Bac+2, Bac+3, avec des ressources. Et alors, cet état de fait là, est même contesté parce que tout ce qu'a dit Léo concernant les chiffres, je pourrais le répéter en France. Il y a aujourd'hui plus d'employés dans le numérique que dans l'automobile ou même que dans la pharmacie, la chimie-pharmacie. Mais c'est tellement contesté que ça a conduit à sortir le numérique des métiers sous tension. Et ça a conduit directement à cette fameuse circulaire Guéant. Ce qui fait que le fait même qu'il n'y ait pas consensus sur la nécessité d'avoir des ingénieurs nous a empêchés de recruter des étudiants étrangers formés dans nos grandes écoles aux frais de notre République. Avec Hollande, la circulaire disparaît. Alors, avec Hollande, la circulaire disparaît, et je veux être tout à fait impartial. Depuis l'intervention de toutes les parties prenantes sur ce sujet, elle s'est sacrément allégée. J'ai la conviction qu'après les élections, quel que soit le président, elle sera tout bonnement annulée pour les bonnes raisons qu'on peut imaginer. C'est bien joli l'open data, c'est bien joli le cloud computing. Alors moi, en préparant cette table ronde, je lis des trucs du style il faut mener des actions pour accompagner le développement de l'économie numérique, construire un écosystème favorable, il y a des opportunités de croissance à saisir, ça permet de produire autrement, on peut repenser le travail pour éviter qu'il soit vu toujours comme une aliénation. Mais derrière les mots, quelles histoires on raconte? Qu'est-ce qu'on va créer comme business réellement solide, durable, rentable, qui permet de créer des emplois? Parce que j'entends parler d'histoires extraordinaires, des applications Home & Go qui va permettre de trouver sa future maison en fonction de la proximité des entreprises, des écoles ou des gares. Oui, mais est-ce qu'il y a des vrais business, des ETI, quoi? J'aime beaucoup cette façon de faire parce qu'effectivement, je me suis vraiment attaché à essayer d'expliciter l'open data de façon concrète en racontant des histoires. Donc moi je raconte une histoire et je la raconte même de façon un peu acide et incisive à l'égard de l'État, qui est celle du logement social. J'étais voir des gens qui s'occupaient du bien nommé OPAC en disant écoutez, le logement social c'est quand même extraordinaire, avec l'open data vous pourriez faire en sorte que les gens viennent, ils ont un ticket numérique
numérique, on leur dit voilà, il y a 230 personnes devant vous, vous avez accès à un parc de 1500 logements, voilà quels sont ceux qui sont occupés, celles qui ne le sont pas, et a priori, dans 2 ans et demi, les 250 personnes seront épurées et vous serez le premier de la liste. Mais des gens qui sont dans des situations plus précaires que vous peuvent passer devant vous, et voici les conditions dans lesquelles ils passent devant vous. S'ils passent devant vous, vous le verrez. Évidemment, tout ceci de façon anonyme, hein. Vous ne voyez que des numéros. Et j'ai parlé de ce truc-là à un des responsables de l'OPAC qui m'a dit « mais c'est terrifiant ce que vous nous dites, parce qu'on perd le pouvoir de pouvoir intervenir nous-mêmes si on fait ça. » Eh bien, moi je pense que c'est une excellente chose. Donc voilà une illustration concrète de ce que la volonté politique peut à l'égard de l'open data, et voilà ce que l'on ne fait pas par manque de courage dans notre pays. Vous croyez, Léo Apotheker, Guy Mamou-Mani, aux promesses de l'open data, des emplois, de la croissance, de la création de richesses? Moi, je crois dans la promesse du data. En général, quand on vous dit c'est le pétrole du 21e siècle, vous êtes d'accord? Ah oui, non seulement que c'est le pétrole, mais c'est du pétrole raffiné. C'est pas que la matière première. Il y a des technologies aujourd'hui, on va peut-être en parler tout à l'heure. On n'a plus beaucoup de temps, mais bon. Qui font qu'on peut traiter en temps réel des quantités absolument gigantesques de données, les exploiter, les analyser, en tirer la quintessence. Et quand on aura enfin compris qu'il faut également développer des applications en temps réel pour en faire quelque chose, on aura un monde totalement transformé. Alors, pour en revenir à votre question précédente, sur les histoires. Il y a plein d'histoires à raconter, qu'elles soient pour le consommateur, pour le politicien, pour l'entrepreneur, etc. Il faut choisir la bonne histoire pour la bonne audience. Mais j'ai envie de vous raconter, moi, une histoire personnelle. Alors, moi, j'ai créé SAP. Quand j'ai créé SAP, je l'ai amené en France. Rappelez-nous la date. SAP a été créé en 1982. Voilà. On a démarré en France en 88. Je suis allé voir des chefs d'entreprise, moi j'étais un petit vendeur, et on m'a dit, ah non, comprenez, on est tous différents. On avait une technique de développement qui s'appelait Meurize, Guy va s'en souvenir, et donc on va développer ça tout seul, et puis qui a besoin de vous, comprenez on n'a pas besoin de la technologie étrangère pour faire des belles entreprises. Et quelques années plus tard, on est devenu qui on est devenu. Et aujourd'hui, SAP, qui a démarré avec 5 personnes, en tant qu'entreprise, emploie 55 000 personnes. Et l'écosystème SAP, c'est 500 000 personnes dans le monde. Vous voulez des chiffres? Non, mais j'ai entendu parler des SAP pendant toutes mes études, si vous voulez. Non. À tel point que je me demandais même si c'était pas un pays. Enfin, ouais. Et c'est devenu une sorte de pays. Moi, je me souviens très bien d'une caricature qui est apparue avec ma pauvre tête sur une page de Libé, où j'étais caricaturé comme quelqu'un qui détruisait les emplois. D'accord? Bon. Et c'est vrai, chaque nouvelle technologie détruit un certain nombre d'emplois, il faut le reconnaître. C'est pas la peine de se raconter des histoires, mais elle en crée bien plus qu'elle en détruit. Elle transforme. C'est ça, Schumpeter. Et la transformation de l'économie, c'est ça. Si on n'avait pas voulu faire ça, on n'aurait pas inventé l'imprimante, on n'aurait pas inventé les machines à vapeur, on n'aurait pas inventé, etc., etc. Le problème, c'est que le politique, au moment où il est en poste, il n'a pas envie de se taper la transition parce qu'il est difficile. Il y a 2 types de politiciens. Il y a ceux qui veulent se faire élire demain et après on verra bien. Et puis il y a de temps en temps quelqu'un qui se dit tiens, mon job c'est d'assurer l'avenir du pays. Ouais. Ça existe, il y en a 2-3 comme ça. Il y en a 2-3 dans le monde, même en France probablement. On a bien compris aujourd'hui que c'est plus un homme qui sera présidentiel, mais c'est un événement qui nous fera changer. Maintenant, je vais vous dire, pour quelqu'un qui a vécu un peu à l'étranger, je pense qu'on attache beaucoup trop d'importance aux politiques. Si on laissait faire les gens, ils se débrouilleraient très bien tout seuls. Quelqu'un réagissait tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin de l'État? Est-ce qu'on a besoin de l'État? Oui, c'est une très très bonne question. Dans un monde totalement numérisé, on peut vraiment se poser la question si on a vraiment besoin d'un État tel qu'il est configuré aujourd'hui. L'exemple sur l'habitation sociale est un excellent exemple. On pourrait numériser avec un peu d'open data et quelques logiciels intelligents autour, et vous pourriez vous passer de tout un service régalien ou municipal entre parenthèses. Ceci pour la petite histoire. Je crois que ce qu'on doit essayer de faire pour vraiment faire du numérique en France quelque chose qui est porteur, ce n'est pas faire que des applications, mais c'est de créer la technologie de base, les briques qui font que tous les autres utilisent votre technologie. C'est ça qui fait la puissance. Quand vous êtes l'entreprise qui crée la plateforme,
et vous avez des milliers d'entreprises, des milliers d'utilisateurs, ou des centaines de milliers d'utilisateurs, ou des millions d'utilisateurs qui utilisent votre plateforme, c'est là que vous créez le plus de valeur. C'est pour ça finalement que Instagram vaut $1 milliard. Bah, probablement. Probablement, oui. Schumpeter, homme de l'année, écrit quelqu'un dans la salle. Joseph Schumpeter, qui n'avait pas été un très très bon ministre de l'économie en Autriche, mais enfin qui effectivement est redevenu très très à la mode. Il faut qu'on accélère parce qu'on va être un peu dans les choux au niveau de l'horaire. Andromède, juste un mot sur Andromède. J'ai l'impression qu'avec Andromède, Orange Thales, on est en train de créer un nouveau monopole public-privé en fait. Est-ce qu'Andromède c'est un business Orange Thales ou est-ce que c'est un vrai progrès, une véritable ouverture, franchement? Joker. Non, c'est très réducteur de parler d'Andromède. C'est le cloud computing. Hein. Oui, je pense que ce qui est l'essentiel dans cette affaire, c'est de se rendre compte que le cloud computing va créer une véritable révolution technologique, créer de la richesse, créer des emplois, créer des business models, et que aujourd'hui souvent on me pose la question, on me dit vous ne pensez pas que c'est une mode le cloud computing, mais je répète que c'est exactement la même mode qu'était Internet dans les années 90. Ouais. Et on voit ce que ça a donné, et je pense que dans 10 ou 20 ans, eh bien, le cloud sera le système le plus naturel qui soit pour l'ensemble des entreprises et du Alors, et Gilles, du quand même, on nous dit 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2016, 1 milliard d'euros en 2021. Pour le cloud ? Pour le cloud. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Oui, mais le problème, c'est que vous allez voir, effectivement, un élu de je ne sais pas quelle région qui a 55 ans, il peut pas piger c'est un débat dépassé. Je tiens à le dire, les Israéliens ont eu des mesures structurelles dans le cloud. Ils ont arrêté de financer ça il y a 5 ans. Donc oui, c'est un débat évidemment essentiel. Je pense particulièrement, par exemple, aux départements. Les départements reproduisent le même IT système que le département qui se trouve 20 km plus loin. Et il y a 100 départements en France. Moyenne du personnel informatique dans chaque département, 200 personnes. Donc vous multipliez par 100, 20 000 personnes qui gagnent chacune aux alentours de, enfin on va dire coût mouillé, c'est 50 000 euros. Vous faites le calcul de ce que ça vous coûte, on est en milliards. Vous avez une distribution d'applications uniques comme celle que je viens d'évoquer à l'égard du logement social, ça c'est du cloud. Vous économisez des montants fantastiques. Vous prenez tous ces gens qui sont à l'informatique et vous allez les mettre sur des tâches qui sont plus valorisantes pour eux, qui sont des tâches de formation pour mettre en œuvre ces applications. Oui, d'accord Gilles, voilà, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi créer des emplois pour les gens qui n'ont que leurs bras à offrir. On ne peut pas créer que des emplois d'ingénieurs bac plus 4. Alors la beauté du numérique, c'est que... Alors, il y a la grande théorie du reversement, c'est qu'effectivement, si on crée un univers... La beauté du numérique, c'est que c'est un univers qui crée beaucoup d'externalités. C'est démontré, toutes les études le prouvent, c'est-à-dire que vous avez certes un emploi de chercheur, un doctorant qui va être sur les enjeux, les algorithmes mathématiques, mais de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui vont s'occuper de plateformes logistiques ou qui vont faire des aides-soignants à domicile pour s'assurer que les mécanismes de monitoring fonctionnent, etc., etc. Donc cet argument ne tient absolument pas. Il y a d'autres domaines, je pense à l'aéronautique par exemple, où les externalités sont moins claires et les gens doivent avoir immédiatement des niveaux de formation. J'ajoute pour finir là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'il n'y a aucun autre domaine où la mobilité sociale est plus forte. Moi, je peux vous raconter des tonnes d'histoires de gens qui sont rentrés avec des très petits niveaux dans des entreprises et qui sont retrouvés chefs de projet, directeurs quelques années plus tard. Et je vais aller très très vite. Allez, je me donne encore une petite dizaine de minutes qui correspond au retard qu'on avait au début. Le télétravail. Est-ce qu'il y a un truc à jouer sur le télétravail? On a 9% de gens qui font plus de 8 heures par mois en télétravail. C'est presque 30% aux États-Unis. Est-ce que là, il y a eu une loi qui est passée à l'Assemblée nationale en 2009 qui jamais n'arrivera à l'ordre du jour au Sénat? Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus? Oui, ça fait partie des idées reçues tout à l'heure. Quelles idées reçues? Vous avez une idée reçue, par exemple, c'est que le progrès supprime des emplois. Et c'est ce qui gêne les hommes politiques. Le télétravail va contourner le droit du travail. Alors à chaque fois, nous devons revenir là-dessus et dire que ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, à tel point que dans notre vocabulaire, on a supprimé le mot télétravail, nous, pour parler plutôt de nomadisme. Parce que, justement, chaque fois qu'on avait un homme politique en face de nous et qu'on disait le mot télétravail, c'était évidemment, ça y est, vous allez contourner le droit du travail. C'est comme fonds de pension, maintenant, il faut appeler assurance retraite, mais c'est pareil. Oui, c'est ça. Bon, en fait, ça devient presque des façons de contourner pour arriver à être écouté. Mais comment peut-on contester qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement du travail de chacun va être modifié? Par conséquent, et au Syntec numérique, dans nos métiers, nous sommes directement concernés, quand par exemple, on parle de notre convention collective, elle a 40 ans. Écoutez, comment voulez-vous que j'y inclue cette notion de nomadisme? Ça ne marche pas.
Donc, il faut que nous puissions travailler avec nos interlocuteurs. Donc l'État? Non, en l'occurrence, pour une convention collective, non. Nos interlocuteurs, ce sont des organisations syndicales qui souvent, quand on les prend sur ces sujets-là, font preuve de beaucoup de maturité, justement, et beaucoup de compréhension. Je fais d'ailleurs une parenthèse pour dire qu'au sein de l'Observatoire national du numérique, je vais coprésider la commission formation avec Jacques Faurit, qui est un secrétaire national de la CFDT. Donc, nous, notre objectif sur ces sujets-là, c'est d'avoir une vision partagée. Nous voulons créer des millions d'emplois, nous en sommes convaincus, mais ça ne peut pas être les mêmes emplois qu'il y a 40 ans. Soit dit en passant, supprimer quelques-unes des 3200 pages du Code de travail ne serait pas une mauvaise chose. Oui, oui. On voit que ça fait longtemps que tu es parti de France, encore une fois. Quand sont apparus les pôles de compétitivité, j'ai eu l'impression qu'il y avait la volonté de faire un peu de la Silicon Valley en France, c'est-à-dire où l'on met finalement géographiquement au même endroit des financiers, des grands groupes, des PME, des start-up et des universités. Stanford pour la Silicon Valley. Petit bilan des pôles de compétitivité. J'ai l'impression que depuis des années, l'État fait un chèque en blanc sans aucune obligation de résultat et que finalement, ces pôles de compétitivité, c'est plus de l'affichage qu'un écosystème, comme on l'espérait au départ. Non, il y a un bilan qui est contrasté. Il y a un volet sur lequel je crois que les choses fonctionnent, c'est toute la partie de financement des IDEX, des IRT. Donc c'est mettre de l'infrastructure pour avoir une taille critique et faire en sorte que les universités se regroupent dans le cadre de la LRU, de la loi d'autonomie. Et ça, je crois que personnellement, j'ai plutôt été satisfait. J'ai rencontré beaucoup de gens parce que je travaille aussi dans un groupe de travail à Montaigne sur ce sujet. Et je crois que c'est une chose qui avance dans la bonne direction. Et heureusement, c'est la majorité de l'argent. Maintenant, il y a 4,5 milliards au départ. Maintenant 4 milliards qui ont été mis dans le numérique et je ne vous cache pas que je suis extrêmement inquiet sur la façon dont cet argent est utilisé. J'ai alerté René Ricol, le président de la République. Là vous parlez du Fonds national pour la société du numérique, dans le cadre du grand emprunt. Exactement, le FSN. Et pour moi, je ne pourrais pas être plus critique. Je pense que ce dispositif ne fonctionne pas. Dites-moi franchement, Gilles, critique de quoi là? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a un premier volet qui est les appels à projets. Les appels à projets, les gens qui étaient présidents des thématiques me disaient, pour l'un d'entre eux, il a démissionné. Il m'a dit, moi, je ne veux pas être partie de ce guichet, je considère que ça ne fonctionne pas, les critères sont trop nombreux, et in fine, on finance les collectivités locales. Donc, il y a un problème. Sur le deuxième volet, qui est la partie FSN, moi, je crois qu'il eût été plus pertinent de faire du financement en fonds de fonds et de laisser l'expertise aux fonds de capital risque. On laisse les fonds gérer qui savent le faire voilà, et pas les banquiers. Plutôt qu'essayer de reproduire un énième véhicule avec une volonté de dépenser rapidement l'argent, donc de ne pas optimiser forcément la façon dont c'est fait. Et je suis par ailleurs, il y a d'autres dispositifs à l'extérieur du FSN, il y a le FNA, le Fonds national d'amorçage, où là aussi on a émis des critiques et je crois que nous n'avons pas été entendus, ce que je regrette. Oui, Guy Mamoumani. Personnellement, je serais un peu plus positif sur l'ensemble de ces sujets. Là, on a digressé sur le financement, mais c'est essentiel. Non, mais il y a un ensemble, moi, que je vois, qui est très important d'ailleurs, c'est réforme de l'université, pôle de compétitivité, investissement d'avenir. Cet ensemble-là, en gros, c'est créer l'écosystème. Comment faire travailler les universités avec les entreprises? Comment les entreprises peuvent bénéficier d'un certain nombre de fonds d'amorçage. Et cet ensemble-là, aujourd'hui, porte ses fruits sur certains exemples. Et j'en ai un en tête dont je voudrais vous parler, c'est le pôle systématique, où nous avons, nous, une vingtaine d'adhérents qui ont, dans le monde du système embarqué, répondu aux appels à projets et qui ont bénéficié de 200 millions d'euros pour développer, faire de la R&D et développer des solutions, des systèmes embarqués qui sont promises d'ailleurs à un grand avenir. Donc je crois que peut-être qu'il y a un certain nombre de dérapages, d'abus, mais cette idée-là, voilà, quand on parlait d'un rôle de l'État de créer un environnement, oui, je suis plutôt positif. Léo Apotheker, ça me frappe une fois de plus. On parle du financement d'un nouveau secteur, d'un secteur d'avenir, on parle que de public equity, c'est-à-dire les banques publiques d'investissement, le rôle que pourra jouer Oseo, le rôle que va jouer le grand emprunt, avec d'ailleurs, je suis un peu déçu de ce que vous me dites, parce que René Ricol est venu sur BFM Business des dizaines de fois nous dire jamais argent public ne sera géré avec une telle orthodoxie que ce que je vais
faire. Donc là, je tombe un peu de ma chaise parce que j'avais tendance à le croire. Bon, peut-être que dans ce domaine-là, ça défaille un peu. Est-ce que c'est que le public equity qui permettra de réaliser le truc? Et ça revient à la question, est-ce qu'on a besoin de l'État? Bah écoutez, je connais l'initiative française dans le domaine, j'ai été consulté. Moi, personnellement, je trouve que l'État n'est jamais un très bon investisseur. Pour tout un tas de raisons. Pas bon gestionnaire, mais investisseur à la limite. L'argent n'a pas d'odeur. Non, mais l'État est un très très mauvais partenaire financier. Parce que l'État n'a pas le bon raisonnement. C'est comme ça. L'État sait construire des facultés, mais c'est pas investir dans les startups. Il faut dire ce qu'il y a. L'État doit avoir une vision. L'État est un très très bon investisseur sur des choses qui ont un retour qui est difficilement calculable. Créer de l'infrastructure, c'est difficilement calculable. L'État est très très bon là-dedans. On n'aurait jamais eu le tunnel sous la Manche s'il n'y avait pas l'État. D'accord ? Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Financer une idée technologique qui est basée sur un business model innovant, c'est impossible pour l'État. Donc l'État n'a rien à chercher là-dedans. L'État doit faire en sorte que l'épargne privée soit drainée vers l'économie productive. Vers une partie de cette épargne soit canalisée par des capitaux risqueurs ou par des fonds vers des entreprises innovantes. Et il y a des gens professionnels qui ont comme métier de pouvoir juger si un projet va ou ne va pas réussir. Eux aussi peuvent se tromper. Allez, on va terminer avec... Mais dernier point. Le vrai sujet qu'on a, il est double. En France, comme dans d'autres pays européens, on n'a pas l'échelle. Il ne faut pas oublier, on n'est pas très grand. On ne peut pas se comparer aux États-Unis. Il y a 300 millions d'habitants aux États-Unis. Il n'y en a quand même que 65 ou 66 millions en France. Et donc, il faut qu'on change d'échelle de pensée. Il faut minimum raisonner Europe. Vous avez parlé du cloud tout à l'heure, Andromède. Ce qu'il nous faut, c'est un cloud européen et pas un cloud français. Pour commencer, on parle de la Silicon Valley. Combien de Silicon Valley il y a aux États-Unis? Une. Il y a un petit pôle qui reste autour de Boston, il y a un peu de truc qui se passe à Austin, il y a un peu de truc qui se passe à New York, mais le grand centre, le pôle, c'est la Silicon Valley. Il y en a une. Donc, au lieu que Cambridge, Saclay, Heidelberg, Munich, Potsdam, Stockholm, que sais-je d'autres, essayent chacun de devenir une Silicon Valley, qui seront toutes subscale, il faut en faire une en Europe. Ils parlent la même langue. Et lorsqu'une entreprise de Californie vend au Texas, elle distribue. Lorsque moi je vends en Belgique, j'exporte. C'est pas le même business. Il serait quand même pas mal qu'on accepte. Enfin, vous avez vu que pour Andromède, l'équipe de France du départ s'est un peu déchirée quand même. Il y en a un qui est parti, qui a quand même claqué la porte. Ah ouais, non, mais donc si déjà en France ça marche pas à 66 millions, alors à 400 millions d'Européens. Je vous mettrai au défi. Ah mais je serais ravi d'être au défi. Je vous mettrai au défi là-dessus. Je suis prêt à en relever. On va terminer avec deux trucs très rapidement parce que là on est vraiment en bout de course. La fiscalité du net. Alors d'accord, le CNN s'est élevé contre la taxe Google. Il y a quand même un moment, il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ce truc? Comment on gère le fait d'avoir des géants qui génèrent du chiffre d'affaires sur notre territoire et qui payent des impôts au Luxembourg ou en Irlande? C'est là-dessus qu'on a le plus intervenu. On a dit, et on n'a pas attendu qu'on vienne nous chercher pour le dire, que, la taxe Google était une ânerie parce qu'elle touche uniquement certaines entreprises et elle ne touche pas Google d'ailleurs. On taxe les annonceurs avec la taxe Google, en fait. Voilà. C'est tout à fait déplorable. Et deux, il fallait créer de l'équité fiscale. C'est ça le plus important. Quand vous avez un acteur d'e-commerce français qui est face à Amazon, évidemment l'Amazon qui est au Luxembourg, ça ne fonctionne pas. Vous avez un avantage indu. Donc on nous a un peu reproché d'avoir créé, mais je crois que c'est le cas, la taxe des GAFA. Donc la bande de GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Ce sont des sociétés qui, même aux États-Unis, font l'objet de critiques pour faire de l'optimisation fiscale, à tel point que la fiscalité moyenne que payent ces entreprises, en tout cas que paye Google, serait de l'ordre de 5% donc de leur chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait ridicule. Donc je crois que l'idée c'est vraiment de se placer dans la logique de l'État, et l'État doit être évidemment neutre et impartial, aussi bien avec les acteurs nationaux que les acteurs venant de l'étranger, et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même base taxable. Il nous semblait à ce titre que si les gens font de l'optimisation fiscale, et notamment
participe à ce qu'on appelle un cycle complet qui voit les consommateurs et les fournisseurs se situer sur le même territoire et le service est opéré à partir du même territoire, eh bien, on a une raison de faire en sorte qu'on les taxe. Donc on a proposé ce qu'on appelle l'établissement virtuel stable, qu'on n'a pas inventé puisqu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur ce mécanisme, mais qui nécessite d'être porté au niveau européen et au niveau de l'OCDE d'une part, et d'autre part, on a recommandé que ceux qui se comportaient de façon un peu particulière, telle que je viens de le citer, fassent l'objet de redressements fiscaux au titre du cycle commercial complet, qui est un arrêté qui a été pris à l'époque contre la radio Monte Carlo par l'administration fiscale et qui a fonctionné. Et je peux vous dire qu'un certain nombre de contrôles fiscaux sont en cours et il nous semble légitime. On laissera l'administration fiscale se prononcer à ce titre. On va donner un mot de conclusion. Je voulais parler un peu de la fibre optique, mais là il est trop tard. Allez, mot de conclusion pour Guy Mamoumani et puis Léo Apotheker s'il le souhaite. Et on aura fait à peu près le tour des grands domaines de politique numérique. En termes de conclusion, moi je voudrais dire que j'ai confiance dans le progrès, j'ai confiance dans l'homme, j'ai confiance dans l'avenir, j'ai confiance dans le numérique. Léo l'a très bien dit tout à l'heure, dans la fin du 19e siècle, la France et l'Europe étaient en crise, il y avait l'antisémitisme, il y avait les attentats. C'est la révolution industrielle qui a permis de sortir de là. Et pourtant, à l'époque, quand une machine à coudre arrivait dans un atelier de textile, il supprimait, chaque machine qui s'introduisait supprimait 65 emplois. Et puis après, on a vu ce qui est devenu l'industrie de la mode. Et on a vu ce que, à l'époque, l'électricité, le téléphone ont apporté. Et cette confiance, aujourd'hui, elle doit être maintenant diffusée, partagée par l'ensemble des acteurs. Et à ce propos, j'ai juste une petite indication qui m'a fait très plaisir, c'est qu'hier, nous avons sorti un nouveau baromètre, le baromètre IDC Syntec Numérique Niji, qui consiste à aller demander aux chefs d'entreprise hors justement numérique, comment ils appréhendaient l'arrivée du numérique. Et là, c'est une très bonne nouvelle, parce que la première chose qu'ils aient dite, c'est que quasiment tous ceux qui aujourd'hui ont des postes de direction ont une utilisation importante du numérique dans leur fonctionnement personnel et professionnel. Donc ça, évidemment, ça va aider cette promotion. Et puis le deuxième message, c'est que 80% de ces dirigeants considèrent le numérique comme soit un vecteur de performance, soit un vecteur de compétitivité. Uniquement 10% ont annoncé que c'était une variable de coût. Et ça, franchement, ça mérite le champagne, parce que tout à l'heure, Léo m'a envoyé que je me rappelais bien du Meurice, que j'avais bien vécu le Meurice, mais je lui renverrai de la même façon qu'on a bien connu cette conception du système d'information qui était une sorte de boîte noire et auquel le DSI était quelqu'un qui avait un certain savoir et que l'on ne pouvait considérer comme une variable de coût. Aujourd'hui, le DSI change de nom, le DSI a de nouvelles fonctions et il est d'ailleurs pas forcément de formation informatique et l'entreprise devient totalement différente à l'aide du numérique. Un mot très rapide, Gilles, parce qu'on va conclure. Je crois que, en conclusion, on pourrait dire que, enfin, moi j'ai coutume de dire que Schumpeter, soit on le subit, soit on l'initie. Et je crois que ce pays a des atouts fantastiques, on ne l'a pas dit, mais on a quand même un niveau d'enseignement supérieur qui est tout à fait exceptionnel, en particulier dans les sciences mathématiques. On est premier au monde en termes de médailles Fields par habitant. Et je crois qu'il est de notre responsabilité, en particulier de la vôtre, qui êtes tous des experts dans le numérique, d'interpeller les politiques que vous connaissez et de leur demander de s'exprimer sur ce sujet et de prendre parti pour ce sujet. Il y va évidemment de l'avenir de la nation et je crois que dans le contexte dans lequel on est, on ne peut pas faire cette économie de faire ce changement rapide. Voilà, je vous remercie. Guy Mamoumani, Gilles Babinet et Léo Apotheker, merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas s'il y aura du champagne au déjeuner pour fêter les chiffres de l'étude que vous avez dévoilée aujourd'hui, mais je cède la parole à Vincent Buffin pour la suite.